Bienvenue dans le podcast C'est que de l'amour, le podcast où on va parler d'amour sous toutes ses formes. Aujourd'hui, mon invitée s'appelle Diana, une ancienne mannequin qui est devenue doctorante en éducation. Elle va nous expliquer son parcours et savoir comment l'amour a été important pour elle. Bienvenue Diana, salut. Hello Marie. Alors, merci déjà d'avoir accepté de venir parler dans ce podcast. Tu sais de quoi on va parler ? Il me semble qu'on va parler d'amour. D'amour, des émotions et surtout, en fait, les émotions que tu as du mal à exprimer. Tu vois, tous les trucs qui posent des problèmes socialement, qui vont faire que des fois, tu vas pas être compris ou que tu as du mal à le dire, etc. Ça te va ou pas ? Ça me parle beaucoup. Ça te parle. Tu sens, ça te met une petite pression ? Un petit peu, Parce que ouais. c'est une mise à nu, c'est fait spécifiquement pour ça. Même moi, je bégaye tellement c'est compliqué. Alors, tu vas te présenter d'abord ? Tu te présentes ? Très bien, je m'appelle Diana. Enchantée. Alors j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai d'abord été mannequin. Je travaille Ah avec bon ? Tu étonnes. Mais ah bon ? Vraiment ? Eh oui. Tu nous as bien eus. Ouais, j'ai travaillé principalement avec Metropolitan Agency. T'es bilingue apparemment. Un petit peu, oui. Et aujourd'hui, j'entreprends une thèse. Une thèse dans les sciences de l'éducation. Alors, comment t'es passée de mannequinat à la thèse ? Ça fait partie d'un parcours de vie. Quand on apprend à se découvrir, qu'on n'attend plus que ce soit les autres qui décident pour nous, parce qu'on correspond à certains standards et qu'on décide de faire ce qu'on a envie et ce qui nous plaît. Ok. Diana, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est mon nouveau podcast, il s'appelle C'est que de l'amour. Et en fait, j'ai envie qu'on discute ensemble des émotions, tu sais, des émotions qu'on a du mal à exprimer, des petits quiproquos que ça peut créer dans la vie, etc. Et j'ai envie d'essayer de trouver des solutions pour qu'on arrive à s'exprimer mieux dans la société et que ça fasse moins de problèmes, moins de bordel. Parce qu'en vrai, moi, je pense qu'on s'aime tous, mais on ne sait pas bien l'exprimer. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et ça fait remonter pas mal de choses que tu dis. C'est vrai ? Les émotions qu'on n'arrive pas à exprimer, qui restent enfouies. Et c'est vrai que ça donne lieu à pas mal de situations un petit peu incongrues. Ah, ça te met mal à l'aise ? Un peu. Ça te met dans des situations... Ah, on va en parler, c'est ça qu'on veut savoir. Toi, dans ta famille, tu t'exprimais facilement au niveau des émotions ? Comment ça se passe ? Ah non, c'était très compliqué. On n'a pas appris à verbaliser un « je t'aime », on n'a pas appris à se dire qu'on se manquait. Ouais. C'était plus des démonstrations. Et dans ces démonstrations, il fallait comprendre qu'à l'intérieur, il y avait tout l'amour qu'on pouvait donner à l'autre. Quel genre de démonstration ? C'était quoi, par exemple ? Alors, quelque chose de tout bête et d'évident qui nous paraissait même anodin à l'époque, mais le fait que ta mère rentre du travail et qu'elle te prépare à manger tous les soirs pour toi et toute sa famille, pour moi, ça c'est une vraie démonstration d'amour. Ah bah oui, parce que la mienne, elle faisait pas. Moi, ma mère, elle me filait ses tickets resto pour aller manger. Elle était trop fatiguée pour faire à manger, quoi. C'était une façon aussi de m'aimer. Moi, je me disais, bon, ticket resto, elle me nourrit. C'est aussi une preuve d'amour. Ok. Et du coup, t'as des frères, t'as des sœurs ? Oui, on est 5 dans la fratrie. Ok. Et entre vous, est-ce que ça arrive aujourd'hui de pouvoir vous dire des je t'aime ou ce genre de choses, ou c'est encore malaisant ? Alors non, dans la fratrie, c'était plutôt l'amour vache. C'est un peu... on pourrait reprendre un petit peu Malcolm. Comment il se dit « je t'aime » avec son frère, en se faisant des vacheries, en se poussant à bout. C'est un peu la façon de dire l'autre est là, je ne sais pas comment faire, mais je te montre que tu es là, même si c'est la mauvaise façon. Qui aime bien châtie bien, quoi. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Très bien. Alors, on va partir sur des petites questions malaisantes. Oh là. On aime ça. Voilà. Dis-moi, la chose la plus dingue que t'aies fait par amour ? Ça laisse un petit peu à réfléchir, mais avec le recul, c'est vrai que c'est un petit peu dur à dire, parce que ça reste absurde comme situation. Mais j'avais un crush à l'époque, et ce crush avait besoin d'acheter un appartement. Ouais. Et pour l'aider et pour lui montrer que je tenais beaucoup à lui, je lui ai racheté sa voiture. Sauf que sa voiture, elle fonctionnait pas. Mais alors, attends, comment c'est passé de l'appartement à la voiture ? Parce qu'il avait besoin d'un financement. Et que moi, pour lui montrer que je l'aimais, je voulais l'aider. Et je lui ai racheté une voiture qui ne fonctionnait pas. T'as mis de l'argent dans une voiture qui fonctionnait pas ? Exactement. Et du coup, il a pu faire de sa voiture un appartement, ou comment ça s'est passé ? Ah bah non, il a pu acheter son appartement avec les fonds qui lui manquaient. D'accord. Donc, quelque part, t'as été sa petite maquerelle. C'était ta pute. Ouais, on peut dire ça. Je sais pas qui était la pute de qui, mais je pense que ça lui a plus finalement avantagé. Ça l'a plus avantagé lui que moi, mais... D'accord. Et comment lui, il te montrait qu'il t'aimait ? Il me montrait pas qu'il m'aimait, c'est moi qui cherchais. Ah, donc t'étais dans une histoire où en fait t'étais pas sûre
J'étais pas sûre, exactement, mais quand on est dans une histoire où on n'est pas sûr, souvent on essaye quand même de chercher, d'aller au bout, de se dire on va transformer l'autre, on va le changer. Ouais, ou Et trouver finalement, des il va petits nous signes. aimer. Trouver des petits signes de dire, ah, ça, c'est un truc d'amour, ou des petits trucs des interprétations, en fait. Exactement, quelqu'un qui t'appelle tous les jours pendant 1 heure, tu te dis c'est peut-être une forme d'amour. Ou de contrôle. Ou de Ça contrôle. dépend, tu vois. C'est que souvent, je pense qu'on confond aussi l'amour et le contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, des fois, c'est plus de la possessivité que de l'amour. Ouais, mais ça, il faut du temps pour le comprendre. Mais en tout cas, à l'époque, j'avais pas le recul nécessaire. Et pour moi, ça, c'était une preuve d'amour. Le fait juste qu'il t'appelle. Qui m'appelle, qui prennent de mes nouvelles, qu'on se voit de temps en temps, qui me montrent de l'affection, qu'on ait des vraies conversations engagées et profondes. Pour moi, c'est de l'énergie. Et cette énergie, pour moi, c'est un symbole d'amour. Alors que non, je me suis rendu compte que pas du tout. Parce que tu as déjà eu des histoires où justement les mecs te mettaient dans cette situation où tu t'es dit que c'était de l'amour et qu'à la fin tu t'es rendu compte que c'était juste, ils cherchaient un truc en particulier ou c'était juste pour une histoire de huc ou un truc comme ça. Exactement. En fait, c'était plus par rapport à ses besoins et ses envies à lui que moi, ce dont j'avais besoin à l'intérieur de moi. Et finalement, comme je laissais cette personne prendre le contrôle et mener la barque, je devenais victime un petit peu de ce schéma. Mais ce que tu attendais à l'intérieur de toi, est-ce que toi, tu avais conscience de ce que tu attendais? Parce que souvent, en fait, on attend des choses où nous-mêmes, on n'est même pas au courant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais l'attente que j'avais par rapport à ce crush de l'époque, c'était, oui, pourquoi pas une relation. Ouais, mais est-ce que tu lui avais formulé ça? Verbaliser le fait que toi, tu voulais une relation. Parce que c'est ça le problème souvent, c'est que nous, on se dit à l'intérieur de nous, ah, je serais bien dans une relation, etc. On laisse des signes ou des trucs, mais on verbalise pas correctement la chose, tu vois. Exactement. En fait, j'ai suivi sa manière de faire, sa manière d'agir, parce que j'osais pas non plus, moi, prendre les devants. Et on s'est rendu compte que j'étais pas sur la même longueur d'onde. Et pourquoi t'osais pas prendre les devants? Parce que j'ai pas appris justement à m'exprimer, à me connaître aussi, à savoir ce dont j'avais besoin, ni mes limites. Donc j'acceptais jusqu'à ce qu'à l'intérieur de moi, une partie meure, parce qu'elle n'existait pas et elle ne pouvait pas se matérialiser. Parce qu'en fait, si je comprends bien, c'est des gens qui étaient par exemple attirés par toi pour ton physique et qui n'étaient pas aptes à réceptionner ce que tu étais vraiment à l'intérieur de toi. Exactement, c'est ça. Ah ouais, il y en a un dedans quand même. C'est ça un peu le truc. Exactement. C'est qu'ils n'arrivaient pas à accepter le tout. Ils prenaient une partie de ce qu'ils voulaient et en gros, ils disaient moi je prends ça et ça je jette. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Ouais. Et du coup, comment tu as pu gérer ce problème-là? Avec le temps, on apprend à... Quand tu souffres énormément et quand tu as vraiment mal, à un moment, tu es obligé d'arracher le pansement. Tu peux pas le laisser et faire comme si la plaie allait se résorber. Donc, tu es obligé d'arracher le pansement, d'avoir mal, de souffrir. Mais au moins, quand tu es dans cette situation, tu sais que tu n'as plus envie de passer par là. Donc, tu apprends petit à petit à te connaître et à poser tes limites. Après, chacun va jusqu'où il peut aller. Mais parce que le problème, souvent, c'est qu'on pose des pansements sur des endroits où il faudrait presque une opération chirurgicale. Ouais, c'est ça. Tu vois, et qu'on se dit, je vais soigner cette plaie ouverte, je vais mettre un pansement dessus. Ah non, ma chérie, là, il faut recoudre, il faut remarcher, etc. Alors, est-ce que tu penses que la confiance en soi et le fait de s'aimer soi-même correctement, c'est-à-dire connaître ses limites, savoir ce qu'on veut, etc., ça a pu évoluer chez toi et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans tes relations ou quoi, ça a un impact différent? Ah, mais bien sûr. Et je pense que justement, ça a été la clé pour qu'aujourd'hui, je me sente beaucoup mieux. C'est apprendre à me connaître. Et ça, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas quand on est... En tout cas, moi, qu'on m'a pas appris quand j'étais plus jeune. Ok, donc apprends-nous à te connaître. Qu'est-ce que tu as appris de toi-même grâce à toutes ces chutes ou toutes ces histoires qu'on fait mal? Alors, j'ai appris qu'on ne pouvait pas transformer quelqu'un. Ouais. J'ai appris qu'il fallait poser ses limites et avoir l'audace d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on veut et ce qu'on ne veut pas, quitte à perdre l'autre. Ok. Là, tu parles d'audace. Ça veut dire que quelque part, il faut un courage. C'est ça? Oui, complètement. Ouais. Et c'est quoi la peur qui fait que des fois, on n'a pas le courage de s'exprimer ou de dire vraiment nos limites? Je pense que c'est la peur de perdre l'autre ou aussi de ne pas trop savoir comment il faut s'y prendre.
Ça peut être aussi la peur de se tromper. Ouais, Et quand on a peur de se tromper, on laisse beaucoup de marge à l'autre. ouais. Mais du coup, c'est peut-être aussi en se trompant qu'on arrive sur le chemin de se dire ça, je sais que maintenant, je veux plus ça. Exactement. En fait, l'erreur n'existe pas. C'est un chemin de vie. Et aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que je pense que même si tu ne sais pas, écoute-toi. Et peu importe en fait le résultat, tu pourras pas le regretter parce que tu t'es écouté. Alors, peut-être que c'était une mauvaise décision. En tout cas, moi, je pense pas qu'il y ait des mauvaises décisions. Mais peut-être que tu feras différemment une prochaine fois. Mais là, sur le coup, tu as fait ce que tu pouvais faire. D'accord. Donc, c'est pour ça aussi que tu as arrêté le mannequinat? Oui, après le mannequinat, j'y suis un peu tombée par hasard. C'était un casteur, un booker qui m'avait rencontré dans la rue. J'ai passé un casting et ensuite je suis rentrée en agence. Mais c'était pas un choix. C'était encore une façon de dire à l'autre je suis ce que tu veux que je sois. D'accord. Ça, c'est intéressant de ouf. Parce que justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens, par rapport aux masques sociaux, etc., qu'on peut se mettre pour plaire à l'autre. Tu vois, et pendant ce temps-là, on se plaît pas à nous-mêmes. Et que du coup, en plus, que l'autre rejette, on va se le rejeter avec nous-mêmes aussi. Exactement. Quand tu laisses les autres dicter qui tu dois être, comment tu dois être et accepter de te conformer, tu perds en fait toute ton existence et tu vis pour les autres. Ouais, tu te perds toi-même, quoi, à travers ça, quoi. Exactement, ouais. Et du coup, pour toi, le fait, quand tu as pris conscience de ça, c'est ça qui a fait que tu as changé de voie et que tu es reparti sur des études ou un truc comme ça? Oui, ou, c'est ça, exactement. Et puis j'ai eu mon fils entre-temps. Ah, Et c'est vrai que ça a un peu bouleversé toute ma vie. Et quand je voyais mon fils, je me voyais moi en disant, mais comment il va te percevoir? Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il pourra te respecter ou non? Qu'est-ce qui Ouais. fait que tu pourras être totalement toi avec lui? Et tu arrives à exprimer tes émotions avec ton enfant? Comment ça se passe? Du coup, tu essayes de ne pas reproduire le schéma familial et de verbaliser, etc. Exactement. Et j'ai fait un grand travail sur moi. J'ai eu aussi un diplôme de coaching en développement personnel. Madame a des diplômes. Ça commence à devenir un petit peu ostentatoire, là. Les gens sont beaux et intelligents, ça devient gênant. On va perdre du public à cause de toi, là. Mais c'est vrai que c'est dans ce parcours que je me suis retrouvée aussi moi-même et que j'ai compris que exprimer ses émotions, les verbaliser, ça faisait partie aussi de la façon dont on apprend à se connaître. Et que si on laisse ces émotions enfouies, qu'on n'ose pas en parler, qu'on les cache, quelque part, c'est ce que je disais au début, on a une partie de soi qui meurt et qui Ouais. n'existe plus. Enfin, moi, je pense qu'elle existe toujours, et c'est ça encore plus le problème, c'est qu'elle existe en nous, qu'on veut pas la voir, mais qu'à un moment, forcément, ça remonte. Mais bien sûr, si tu Tu la vois fais taire, elle va faire naître des frustrations puisqu'elle est là, mais tu l'écoutes pas. Et du coup, toi, parce qu'en plus, tu as un fils, Oui. c'est ça, donc en plus, le côté aujourd'hui où la société, elle veut qu'un homme, on ait des critères, tu vois, en tant qu'homme, le mâle alpha, le côté on pleure pas, le côté faut être fort, on n'a pas mal, etc. Comment tu peux gérer ça avec ton fils aujourd'hui? Moi, j'ai appris à redécouvrir les hommes à travers mon fils. D'accord. J'ai observé comment on voulait qu'il soit dans la société, les modèles masculins aussi qu'il avait autour de lui et qu'il voulait rendre d'une certaine façon. Et avec ce recul, j'arrive à orienter un petit peu, moi, mon axe éducatif en tout cas. Et j'essaye qu'il ne soit pas représentatif de cette volonté qu'on ait, ce que tu disais, l'homme alpha, celui qui ne Ouais. montre pas ses émotions. L'homme de la préhistoire. Ouais, celui à qui on ne peut pas dire non. Et même dans mon rôle de femme, au début, j'étais beaucoup comme ma maman, à tout donner. Mmh. Et finalement, c'était un peu comme si c'était acquis et normal. Pour le petit? Ouais, sans voir les efforts, sans voir tout ce que ça coûte derrière, sans... Sans reconnaissance ou sans retour derrière du coup, puisque c'était normal, quoi. Exactement, mais la reconnaissance, elle est plus dans notre relation de respect. Il faut Ouais. que tu te rendes compte de ce qu'on est en train de mettre en place pour toi. Parce que ce que je fais, je le fais pas pour moi, je le fais pour toi. Je te demande rien, je te demande pas d'argent, je te demande pas de payer quelque chose. Bientôt, tu vas payer. Mais je te demande de me respecter et à travers moi de respecter toutes les femmes. Et ce rapport d'égalité, c'est ce que j'essaye vraiment de lui enseigner. Ok. Et au niveau du résultat, du coup, ça se passe comment?
Ah ben, work in progress. Hein. C'est vrai qu'on se bat entre les normes de la société, les modèles qu'il a aussi autour de lui. Et Parce que les modèles autour de lui, ils sont plus à vouloir l'amener vers où? Eh ben, justement, dans le fait qu'on n'ait pas besoin d'exprimer ses émotions, qu'il faut tout garder en soi, et c'est ça qui fait un homme. Ouais, qu'en gros, quand t'es dans tes émotions ou quand t'es un peu sensible, t'es fragile. Exactement, et les émotions, elles sont beaucoup connotées féminines. Ouais. Or, elles n'ont pas à être connotées féminines. Autant les hommes que les femmes avons des sentiments, avons des émotions. Ouais, mais c'est vrai que c'est mieux perçu chez une femme d'être sensible, émotive, et encore même les femmes, quand on est émotive, souvent, tu sais, on va mettre des mots qui sont plutôt connotés négativement, tu vois, on va dire celle-là c'est une hystérique, Ouais. Celle-là elle est folle, Exactement, tu vois, alors juste que t'exprimes tes émotions, c'est tu ça. vois. Et c'est ce qui te rend faible, le sexe faible. C'est celui qui exprime, celui qui dit comment il se sent, celui qui ne peut pas garder en lui quelque chose qui ne va pas. C'est ce qui fait le sexe faible aujourd'hui. Oui, mais nous on sait au fond de nous que ce qu'on appelle une faiblesse dans cette société, c'est une force. Absolument. Parce qu'en vrai, on se rend compte que là, plus on avance, plus les valeurs sont inversées, tu vois. Les gentils, quand t'es gentil, on dit que t'es con. Quand t'es sensible, on dit que t'es faible. Et quand genre t'es poli, quand t'es franc ou un peu sincère, on dit que t'es impoli. Exactement. Et pourquoi et en fait, le curseur, il faut pas le positionner par rapport aux autres, mais par rapport à soi. Est-ce que tu as envie d'exprimer cette émotion? Est-ce que tu as besoin de l'exprimer? C'est plus le curseur qu'il faut tendre vers nous et pas forcément dans comment l'autre va le réceptionner. Bien sûr, il faut mettre des formes parce qu'on vit en société. Mais avoir un espace sécure, pour moi, c'est avoir un espace où tu es capable d'exprimer ce que tu ressens. Ouais, mais pour avoir un espace sécure, c'est-à-dire qu'il faut être assez en confiance avec nous-mêmes. Parce que Exactement. l'espace sécure, c'est pas les gens qui doivent le créer, c'est toi être en confiance avec ce que tu ressens, toi ne pas te dire ah ça, si je dis ça, je suis faible, etc. En fait, juste accepter ce qu'on est à l'intérieur de nous, malgré les comment te dire, tu vois, les contraintes sociales ou toutes les injonctions qui peuvent nous être faites en disant si t'es comme ça, t'es pas une femme bien, si tu vois, j'en parle dans mon spectacle là quand j'explique toutes les injonctions qui sont faites aux femmes. Si t'es pas un peu féminine, si t'as pas d'enfant, si tu mets pas de talons, si tu te maquilles pas, tu vois, t'es pas une femme bien. Tu vois, comme les hommes aujourd'hui, si tu pleures, si t'es fragile, si t'es ceci, on va dire t'es une fiotte ou t'es pas un mec, t'es pas un bonhomme. Exactement. Alors, il s'agit pas non plus... après, enfin, j'allais dire, il s'agit pas non plus de pleurer à chaque échec. Mais si tu as envie de pleurer. Exactement. Si la larme, elle est là, il faut la laisser sortir. Sinon, elle reste à l'intérieur. Tu as un lac de larmes à l'intérieur de toi. À 40 piges, tu fais une dépression, tu fais que pleurer pendant une semaine. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a ? C'est toutes les larmes que j'ai pas lâchées depuis 20 ans. Exactement. Et quand tu arrives à faire ce travail, je pense qu'on peut parler d'espace sécure. Avec nous-mêmes, du coup. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et qu'est-ce que tu as fait avec toi-même pour pouvoir réussir justement à t'accepter et à t'aimer vraiment comme tu es, malgré les attentes des autres? Eh ben justement, le premier travail, ça a été de me couper du regard de l'autre. Ok. Savoir comment j'existerais si l'autre ne me regardait pas. Ok. Et ça a été le début d'un travail. Et ça a été la fin d'un autre travail, du coup, que tu as arrêté pour, genre, le mannequinat et tout. Tu as arrêté ça quand tu t'es rendu compte qu'en gros, on te prenait pour ton physique et pas pour ton intérieur. Exactement, tout à fait. Et le mannequinat, c'est vrai que c'était des périodes très intéressantes, hein, où tu rencontres beaucoup de monde, de personnes intéressantes, où tu voyages, etc. Mais ça va être basé sur ce que l'autre attend de toi. Mmh. Et en ce sens, quand on parle d'un mannequin cintre, ça prend tout à fait son sens. Tu n'existes pas et c'est l'autre qui t'habille. Et tu dois être la façon dont on t'habille, dont on te regarde et ce qu'on attend de toi. Ouais, et c'est très difficile d'être dans cette mentalité. Hein. Et surtout que là, du coup, tu es juste le faire-valoir de l'habit. Oui, pour quelque temps, parce qu'après, ça passe vite. Est-ce que tu penses que tu t'aimes assez ? Je m'aime de plus en plus. Mais je pense que pour arriver au moment et se dire « je m'aime assez », c'est vraiment le parcours de toute une vie. Parce que chaque situation, aussi différente qu'elle soit, va remettre en cause en fait ta façon de t'aimer. Ouais, mais déjà, est-ce que il faut savoir si à la base notre amour qu'on a pour nous, il est sain ou pas, tu vois. Moi, je sais que pendant longtemps, je savais pas que je m'aimais pas.
Tu vois, j'avais l'impression que je m'aimais, que je me disais, ouais, mais est-ce que je suis une meuf bien avec les autres, avec ceci, et que moi, j'avais pas mes limites à moi, et que je donnais sans compter même ce que je devais me garder pour moi. Et c'est là où, justement, tu comprends une fois que tu es dans tes carences, parce que tu as tout donné et que personne te remplit, que tu dis, ah, il manque un truc là, en fait. Comment ça se fait que moi, je remplis les gens et les gens, ils me remplissent pas? Tu vois, et je pense que c'est ce truc aussi du tout. Tu vois ce que je veux dire? De vouloir tout donner à l'autre ou d'attendre tout de l'autre, qui fait qu'à un moment, on est perdu parce que ce qu'on attend des autres, c'est avec nous-mêmes qu'on doit se l'apporter, en fait. Ouais, exactement. Et c'est vrai que quand tu comptes sur l'autre pour te remplir de ce qui te manque, ou même quand tu donnes et que tu reçois pas, que ça te comble pas finalement dans le fond, c'est aussi une remise en compte de ce que tu donnes et à qui. Ouais. Et en ça, aujourd'hui, au fur et à mesure de rencontres et de travail, c'est vrai que j'étais arrivée à un moment où j'attendais plus rien de l'autre. Ouais. C'était juste, je prends ce que j'ai envie de prendre et puis... On voit ce que ça veut. Je prends, je laisse ce que j'ai Mais pas. non, mais- Tu faisais ce qu'il faisait avec toi, en fait. Exactement, parce qu'à force de se sentir vide, à force de se sentir pas aimé pour qui on est vraiment, on commence à se faire une raison. Finalement, l'amour n'existe pas. Et du coup, après, t'arrivais plus vraiment à sortir ce que t'avais à l'intérieur de toi parce qu'il y a plein de gens genre qui le rejetaient et que tu disais ça, c'est une partie qu'on peut pas accepter de moi. Alors c'est plus moi qui m'engageais pas dans les relations parce que je savais que le tout n'allait pas être pris, n'allait pas être compris, ou que même dans ma façon d'aimer, j'allais toujours ressentir un vide par Ou rapport à t'allais l'autre. mettre des limites ou que t'allais pas. Exactement, tout à fait. Ce serait pas spontané. Et moi, j'aime l'amour quand c'est spontané, quand on réfléchit pas et quand c'est fluide. D'accord. Et là, t'en es où dans ta vie? Je suis très épanouie. T'es amoureuse? Ouais, je suis grave amoureuse. Ouais. Et qu'est-ce qui fait la différence entre là, le fait que tu sois amoureuse et les autres où t'étais dans un truc un peu latent? Eh bien justement, c'est ce dont on parlait, cette relation fluide, où tu peux donner sans compter, l'autre te donne sans compter, et finalement, ça s'emboîte. Les cases sont remplies. Ça s'emboîte. Mais oui, C'est une bonne. Ça s'emboîte. Parce que je suis remplie. C'est rempli. La bouteille est pleine. Non, mais c'est cool. T'as de la chance. Il y a plein de gens qui cherchent ça. eh ben, figure-toi que je pensais pas que ça existait. Je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là, tu sais, à se dire à un moment, ce truc de l'acceptation du tout, on se dit, vas-y, personne ne peut m'accepter entièrement, parce que nous-mêmes, on ne s'accepte pas entièrement. Moi, je sais qu'il y a un truc avec moi-même où je me dis, je ne sais pas comment quelqu'un peut m'accepter entièrement, parce que moi-même, il y a des parties de moi que j'aime pas. Oui, bien sûr. Et là où c'est magique, quand tu rencontres cette personne, c'est que même si tu sais pas où t'en es, c'est OK. L'autre accepte. Là, tu sais pas où t'en es, c'est pas grave. On avance et puis on voit. S'il y a besoin de revenir dessus, on y reviendra. Ouais, il n'y a pas d'attente plus que d'apprendre à se connaître Exactement, et à se redécouvrir tous les jours. Et du coup, là, maintenant, parce que ça se passe bien, etc., c'est que tu verbalises, tu as réussi à... Bien sûr, il y a cet espace où chacun peut verbaliser, chacun peut exprimer. On ne juge absolument pas, ni les sentiments, ni les émotions. On les entend, peut-être qu'on ne les comprend pas, mais déjà, on a une porte pour te dire, tu peux en parler. Tu peux dire comment tu te sens. J'aurais peut-être pas la réponse, mais en tout cas, j'entends. Ouais, t'es assez en confiance aujourd'hui. Donc, du coup, en conclusion, on pourrait dire que c'est la confiance en soi qui permet aussi de pouvoir communiquer correctement et de se mettre à nu devant les gens, même si t'as peur du rejet ou des trucs comme ça, quoi. Exactement. Et c'est aussi le regard de l'autre dans comment il va appréhender ta confiance en toi et avec ce que tu lui apportes qui va te permettre, toi, de te libérer à ce niveau-là. D'accord. Diana, merci beaucoup. Merci pour ta franchise. Merci pour ta mise à nu. Désolée, elle a gardé ses habits. Hein. C'est une mise à nu mentale, les gars. Je sais, vous êtes énervés. On va la réinviter. Merci pour ton invitation, d'avoir amorcé ces quelques paroles sur l'amour. Ouais, c'est important, tu vois. Je pense que c'est un podcast qui va parler à plein de gens. Et voilà, moi, j'invite des gens que j'aime parce qu'on a du mal à parler, même quand on est entre nous, etc. Et que du coup, on est toujours dans du brouhaha ou de ce genre de choses. Donc là, je mets dans une petite ambiance intime. Même moi, je suis pas très à l'aise et tout. Mais c'était important pour moi et de pouvoir dire clairement aux gens que j'aime que je les aime. Diana, je t'aime. Merci Marie, je t'aime aussi. À bientôt. Merci les amis de nous avoir écoutés. C'était C'est que de l'amour. Et on n'oublie pas ce podcast, c'est que de l'amour.
Et si vous voulez encore plus d'amour, on me retrouve au Théâtre des Mathurins les dimanches, les samedis. Cherchez sur ma page Instagram, le spectacle tourne dans toute la France, en Martinique, à La Réunion, partout où il y a du soleil, on se retrouve. Venez faire C'est que de l'amour avec moi. Merci beaucoup.